C'est le journal des imports. Hello. Hello. C'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler de tout ce qui est arrivé ces derniers temps en import, en jeu de pli, enfin tout ce qui vient de fort loin. Vite fait, on l'a reçu à nouveau parce qu'il était tombé, il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Lynx est revenu, on en a repris. Donc c'est à nouveau dispo, Lynx. Il avait pas mal fait parler de lui à Essen. Je ne l'ai pas encore joué, j'ai pas eu l'occasion. On a eu un week-end de jeu, j'ai pas eu l'occasion, mais il y a pas mal qui l'ont joué. Et la vie d'anime, c'est vraiment excellent. Si vous aimez l'interaction. Ok, je ne vais pas le jouer. On a reçu un nouveau Peace. C'est un petit jeu à 2 joueurs sur le thème des petits pois. Des petits pois. Ouais. Ça se joue on a l'impression qu'il y a vraiment 2 manches dans une manche, en fait. Donc, on a d'abord une phase de planification. Oui, c'est ça, en planification. Les plis sont résolus qu'une fois que tous les... En fait, il y a une série de cartes qui sont des séries de points, positifs ou négatifs, qui sont au milieu de la carte, une ligne comme ça. Et donc, c'est un petit peu à la façon d'Alien Battler, un peu comme Lone Wolf, qu'on a eu aussi récemment. Et quand on joue des cartes, on joue une carte sur en dessous d'une carte point, de notre côté. Ensuite, c'est à l'adversaire de jouer, et l'adversaire peut jouer où il veut, mais s'il joue sur une carte à points sur laquelle il y a déjà une carte qui a été jouée par l'adversaire, il doit jouer la même couleur s'il l'a. Ça me solo. Mais donc, par exemple, s'il nous reste qu'une carte de la même couleur que celle qui a été placée par l'adversaire, on peut éventuellement la jouer ailleurs pour pouvoir après être en renom, etc. Et en fait, la particularité, c'est qu'après, les plis sont résolus de gauche à droite, et donc, quelquefois, on veut gagner la main pour remporter des cartes qui ont des points et la perdre au contraire pour celles pour lesquelles il y a des points négatifs. C'est assez particulier. Il y a vraiment l'anticipation. Il y a vraiment un décalage en fait entre ces 2 manches où quand on va se placer, c'est très très cérébral et après la résolution est ultra fun en fait. Oui, parce qu'on regarde, on se dit j'ai bien merdé. En général, c'est ce qu'on se dit, j'ai bien merdé. En tout cas moi. Jeu à 2 joueurs, moi franchement j'ai vraiment beaucoup aimé Peace. Franchement, c'est plutôt pas mal. Est revenu aussi un tout petit jeu qui était aussi parti super vite, c'est Milk Row, qui est la réédition de Trick Taking in Black and White. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ici, on va recevoir, dans le cadre du TGM, le petit nouveau avec le même design que l'original, donc Trick Taking in Black and White. Donc là, c'est un jeu où il faut essayer d'équilibrer les plis. Les cartes sont doubles, noir et blanche d'un côté et blanc et noir de l'autre. Et il faut essayer d'équilibrer les plis que l'on fait en noir et en blanc. On parlait de Lone Wolf, il a fait une comparaison avec Lone Wolf. Lone Wolf revient courant décembre, dans pas très longtemps. Ce sera normalement pour les fêtes, mais bon, ça risque d'être début janvier aussi. On espère pour les fêtes. Ouais, c'est ça. Il est en précommande pour le moment sur le site. Précommandé parce que ça part vraiment super vite. On en a déjà recommandé plusieurs fois. On a augmenté notre commande, mais ça part de toute façon toujours vite. Xylotar aussi est revenu. C'est la version de Béziers Games, c'est la version anglaise. Xylotar, c'est Magic Trick en fait. Donc c'est Magic Trick qui a été localisé par Béziers, enfin localisé. Magic Trick était déjà un jeu de pli américain, mais très peu diffusé sur des Game Crafters, si je ne m'abuse. Et donc là, c'est la version grand public. Il est sorti en français sous le nom de Xylo, mais c'est tellement moche. Cherry Games. Ah ouais, là... nous, on l'a pas pris. Il y a eu un downgrade. Ah non, on l'a pas pris. On l'a pas pris. Nous, on reste avec Xylotar, c'est très bien. C'est peut-être un tout petit peu plus cher, mais... Voilà. Visuellement, ça le fait mieux. Et puis, il y a le thème. C'est complètement débile, mais... C'est ça. Alors, on a aussi... Je te laisse le dire, là. Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est? C'est pas Go Out Girl? Oui, bien. Il me semble bien. Ouais, j'ai bossé. Mais c'est écrit sur l'étiquette. C'est écrit sur l'étiquette. C'est God Girl. God Girl est revenu. On l'avait reçu au précédent Tokyo Game Market. Donc il est à nouveau. Donc un jeu de défaut où la particularité, chaque joueur a une carte, un personnage qui a un pouvoir spécial et qui peut utiliser pendant la partie. Donc c'est assez marrant. Et à noter que l'édition qu'on a reçue ici, il y a des règles, si je ne m'abuse, il y a des règles en anglais. Oui, c'est un qu'il y a derrière. Contrairement à la première édition qu'on avait reçue il y a quelques mois dans le cadre du TGM. Donc ici, c'est la version, les règles anglaises sont dedans. À voir si les cartes sont traduites parce qu'il y a un tout petit peu de texte sur les cartes. Mais de toute façon, c'est trouvable sur BGG. Mais à mon avis, les cartes sont reprises de toute façon dans la règle. Donc c'est absolument pas un souci. C'est pas de l'import, c'est arrivé par le circuit complètement traditionnel. D'ailleurs, c'est chez Schmitt, c'est une version multilingue, mais donc évidemment, il y a le français. C'est Skull Queen qui est là. Skull Queen, c'est totalement l'ovni parce que
On a vraiment l'impression que c'est une autre version de Skull King, et on sait pas trop. On sait pas trop s'ils essaient de s'en approcher. Et en fait, on comprend pas parce que c'est pas le même auteur, c'est pas le même illustrateur. C'est quand même un auteur. Hein. C'est Stéphane Dora quand même. C'est de quoi, de Skull King? Non, ici. Ah oui, non, mais je dis comparé à pas le même auteur. Comparé à Skull King. Mais ils ont pas pris n'importe qui pour faire. Ah non, c'est pas la même maison d'édition, c'est pas le même auteur, c'est pas le même illustrateur. On est dans le même thème. Par contre, on essaye de s'en rapprocher un petit peu de Skull King. Au début, vous allez devoir parier. En fait, vous allez mettre tous vos meeples sur une planche de pirate. Les meeples qui représentent toutes les couleurs des cartes. Et vous allez essayer de ne pas tomber. Parce qu'à chaque fois que vous faites un pli, vous allez avancer. Chaque fois que vous perdez un pli, vous allez reculer. Et donc, vous allez avoir une mise dès le départ. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour moi, Skull King est encore nettement au-dessus. Et donc, je sais que Romain l'aime beaucoup. Moi, je l'ai pas encore joué. Je l'ai pas joué. On va certainement le jouer. Si on le joue, je suis curieux de je vais repasser dans les règles, tout ça. Donc, Skull King est arrivé, c'est pas de l'import, hein, mais c'est juste pour dire, on est dans une émission qui parle des jeux de plis, donc on y est bien. On va continuer dans les jeux de plis qui viennent d'arriver dans le circuit traditionnel. Filet au fish est arrivé, et c'était Fission ou Fishing, donc c'est de Friedman Freeze. Jeu de plis où on a eu une expérience totalement énorme avec le grincheux qu'elle a, où la première manche sur les 8, on n'a pas entendu de « c'est pas bon ». Et la deuxième manche, on a eu « waouh, c'est génial !» Et franchement, c'est peut-être le meilleur jeu de plis que j'ai joué cette année-ci. Moi, personnellement, moi j'adore. Ah ouais, je suis rentré dedans, mais à 10 000 %. C'est fun, je dirais pas jusqu'à dire le meilleur, mais c'est fun. Ah non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, dans un degré de mochitude, c'est pas le pire de ce qu'il a fait. Bon, c'est pas Rallisk non plus qui l'a fait. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve joli. Évidemment, c'est vert comme toujours. Je pas jusque-là. Moi, ça me dérange absolument pas. Mais bon, allez, Filet au fish est arrivé. On a déjà reçu une grosse première cargaison. On va vite recommander ça parce qu'on est vraiment sur la fin. Les couleurs sont bien choisies, elles sont parce que quelquefois ils frisent aussi, les couleurs sont un peu bof. Ici, les couleurs des cartes, elles sont vraiment bien flash, on distingue bien tout. Honnêtement, moi j'ai rien à dire sur le design. Ce qui est assez aussi particulier, c'est que vous avez 2F, c'est la maison de Friedman Freeze, la maison originale, puis vous avez Tomatos qui a traduit ça, qui l'a appris en espagnol, et vous avez Matago, qui n'a pas le logo devant, mais il y a le logo derrière. Moi, je cherche à comprendre. Voilà. Alors ça, tu m'as dit, on le met sur la table, et tu vas nous dire pourquoi. Déjà parce qu'aujourd'hui on a une journée pli au magasin et on va le jouer, mais surtout parce que début de semaine prochaine on a réussi à en avoir 40 copies, et donc ça va débarquer au magasin. Ceux qui n'avaient pas eu ASN, c'est quasi impossible de le trouver actuellement, donc voilà, on est content d'avoir pu l'avoir en direct de chez Korea Board Games. J'ai dû batailler un petit peu, mais le gars a bien accepté de nous les envoyer, donc on est très content. Ce sera la version coréenne comme ici, hein, donc Stella Quest n'apparaît que sur les tranches, hein, pas sur le dessus, mais la règle est en coréen aussi. Il n'y a absolument pas de texte sur le matériel, mais la règle en anglais est dispo, elle sera dispo sur la fiche, et c'est dispo aussi avec un QR code sur la boîte. Un spécial dédicace à Romain, il y a des jetons de poker. Non. C'est pour moi. Quoi? Non. Ah, d'accord. Surtout en plus sur la boîte, en plus, sur le couvercle, non. Excellent jeu, on va le jouer tout à l'heure. Une édition que Korea Board Games, pour ça, ils ont vraiment bien fait. Tout est vraiment bien pensé dedans. Il y a même un petit... ça, il faut quand même le souligner. Je ne sais pas si on en avait parlé quand on avait fait le premier... vous l'avez sur le premier prix, vous avez en fait... Vous sortez ça avec... rien que ça, c'est con, mais c'est tellement pratique. Et ça accepte les cartes privées. Il n'est pas fait pour me déplaire. Voilà. Pour ma part, à bientôt. Pourquoi? Parce que je ne peux plus rien savoir dire sur ce qui reste sur la table. On a joué Rainbow. On a joué Rainbow. Il y a beaucoup que je n'ai pas encore joué non plus. Celui-là, notamment, je ne l'ai pas encore joué, mais j'ai lu les règles. Allez, The Rail on the Hill. The Rail on the Hill, donc le dernier Hisashi Hayashi, jeu de train. Jeu de train. C'est pas ce qu'on appelle un jeu de train, en tout cas, il n'y a rien d'économique dedans. On est vraiment dans l'Eurogame. Ça a l'air vraiment sympa, j'espère le tester aujourd'hui. Hein. Oui, il y a du punch dedans, il y a 4 planches de punch, je pense. Et en dessous, c'est un plateau. Bon, après, c'est Ocasio Brand. Oui, c'est Ocasio Brand. Ici, on vient mettre les cartes dessus. Je ne sais pas si on le voit. Donc ça, c'est le plateau. Je ne suis pas sûr. Je pense à certains moments le coller pour que ça ne bouge pas. On est dans le japonais, là. Hein. Oui. Un jeu où on va venir placer des cartes, je ne sais pas si on les voit ici, c'est pas encore ouvert, des cartes de ville qu'on va venir agencer dans une grille de 4x4. Hein. Donc ça, encore une fois, c'est un thème de train, mais c'est vraiment un Eurogame. On joue, l'interaction, elle est sur la sélection de cartes. Il y a un draft de cartes qui se fait sur le plateau. À chaque tour, on va prendre une carte parmi les 4 disponibles. Donc l'interaction est particulièrement là. Mais après, on va construire sa propre ville.
Et les propres villes ont des bâtiments de différentes couleurs qui scorent différents points si on les relie par des rails en fait. Pour placer ces rails, selon les cartes qu'on a prises, il y a certaines qui ont des routes. Si on couvre ces routes avec un rail, on ne paie pas de coût, mais s'il n'y a pas de route en dessous, qu'on pose un rail, on doit payer une ressource. Et les ressources, c'est une action d'ailleurs sur le plateau pour en récupérer. Et donc on va essayer de faire une route comme ça pour satisfaire des objectifs qu'on va venir placer, parce que c'est une des actions, c'est d'aller chercher une carte objectif qu'on va associer à une ligne de chemin de fer, puisqu'on a 4 lignes de chemin de fer, 4 couleurs différentes aussi. Et donc il va falloir essayer de faire des chemins pour passer par certains bâtiments, pour remplir des contrats qui sont placés, qu'on a choisis nous-mêmes, et qu'on a placés par rapport aux différentes couleurs de lignes. Voilà, ça a l'air très sympa, c'est pas du gros jeu, mais ça a l'air quand même, il faut quand même à mon avis bien réfléchir, un côté un peu casse-tête à l'agencement de notre plateau. Moi je suis très chaud pour y jouer, même s'il n'y a pas l'interaction que j'aime dans un jeu de train. Encore une fois c'est plus le thème, mais moi très impatient d'y jouer, je pense vraiment qu'il y a un bon jeu derrière. Moi, déjà la lecture des règles. C'est Hisashi Hayashi, donc moi c'est Go direct. On reste chez Okasubrand avec Merchant of Goldfish. Toujours un jeu d'Hisashi Hayashi. C'est un jeu des fausses, je n'ai pas encore testé non plus, je vais le faire aujourd'hui. De toute façon, les cartes, c'est tout con, elles sont quasiment toutes identiques. Il y a des chiffres dessus qui vont de 1 à 14 si je ne m'abuse. C'est un jeu de défauts assez classique dans le sens où, quand il n'y a pas encore de cartes sur la table, on peut jouer un nombre de cartes que l'on veut, cartes identiques, on joue toujours des cartes identiques. Et ensuite, le joueur suivant a le choix soit de mettre le même nombre de cartes mais avec une valeur plus élevée, soit de mettre une carte en plus que ce qui a été joué avec des cartes de même valeur. Donc, voilà, il y a les deux possibilités. Et si on ne peut pas, et c'est là le twist, si on ne peut faire ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, on passe. Et quand on passe, il y a un marché de cartes, et ce sont toutes les cartes qui ont été défaussées en fait, qui constituent ce marché, et les cartes qui n'ont pas été distribuées également. Et on va pouvoir faire des échanges entre notre main et ce marché, autant qu'on veut, avec une limite de 14. La somme de toutes les cartes qu'on va échanger doit faire maximum 14. Et donc si par exemple j'ai une carte, je ne sais pas, une 6 et un 2, ça fait 8, eh ben je peux reprendre pour 8, valeur de 8, soit une carte de 8, soit deux cartes de 4, soit une carte de 1, une carte de 2, etc. pour arriver à 8. Donc il faut toujours qu'il y ait une somme comparable entre ce qu'on échange avec le marché. Donc c'est ça vraiment qui fait le twist, qui fait la différence par rapport à un jeu de défaut, sinon tout le reste est assez classique. Curieux de tester ça. On va du côté de chez Allplay, où on a fait venir les 4 mini Allplay. Donc on a constitué un bundle avec les 4. Hein. Donc vous avez Panda Panda, vous avez Prey, vous avez Fairy, vous avez Rainbow. Des Panda Panda, l'unité, il nous en reste plus. C'est pour ça qu'il y a que les 3 autres. C'est pour ça qu'il y a les 3 autres, mais ils sont encore dans les bundles. De mémoire, moi j'ai joué Rainbow, je pense. Hein. On avait joué Rainbow. Moi j'ai joué Rainbow et Prey. Panda Panda, en fait, c'est la réimplémentation de 4 poker. Donc de Kayami Yano, auteur de Trio notamment, que vous connaissez probablement bien. C'était chez Mob Plus évidemment. Donc c'est la même chose. Donc c'est un jeu où il faut il faut constituer des mains en piochant des cartes, etc. Constituer des mains d'exactement certaines cartes, comme indiqué sur une carte d'aide en fait. C'est comme ça qu'on gagne. Donc c'est un jeu qui a eu son succès. Donc pendant Panda, après l'art c'est une question de goût. C'est Saibepu de toute façon, donc ça reste très joli. Donc c'est cool de le retrouver, d'avoir accès plus facilement que via Amazon Japon ou autre pour dégoter 4 poker. Alors Fairy, les 4 ce sont des réimplémentations. Ce sont des jeux qui existaient déjà au Japon, mais qui n'étaient pas très connus, à l'exception de 4 poker qui était quand même probablement le plus connu de tous. Fairy, là c'est vraiment un jeu très simple, très familial, dans lequel on a un deck et on va faire tous en même temps, tous les joueurs vont faire un pari par rapport à la carte suivante qu'on va retourner. Donc c'est vraiment du hasard complet. Hein. Si on pointe vers le haut, ça veut dire qu'on pense que la carte qui va sortir a une valeur plus haute que celle qui était déjà sortie avant, celle du haut du deck. Si on pointe vers le bas, c'est vers le bas. Si c'est le point, je pense, à ce moment-là, on pense que ce sera la même couleur, si je m'abuse, et l'autre, c'est s'il y a une fée, parce qu'il y a une fée sur certaines valeurs de cartes uniquement. Voilà, et donc, en fonction de ce qu'on prend, si on se loupe, on perd un point. Si on marque, en fonction de ce qu'on a fait comme pari, on marque un certain nombre de points. Si on fait haut ou bas, c'est 1 point de mémoire. Si on fait le point, la couleur, je pense, c'est 4 points. Et si on attrape la fée, c'est genre 7 points, un truc comme ça. Et si on rate, c'est moins 1 point. Et je pense que c'est une course pour arriver à un certain nombre de points, je ne sais plus. Enfin, moi, je ne l'ai pas joué. Voilà, mais c'est certainement le plus familial, clairement, des 4. Devant Panda Panda à ce niveau-là, largement. Et puis les deux autres, Prey est un jeu de pli. Particularité, c'est qu'on on fait un pari au début de la partie, mais en lançant des dés.
Donc c'est les dés qui vont nous dire, voilà, c'est le pari qu'on va faire, le nombre de plis qu'on doit faire. L'autre particularité, c'est qu'à certains moments dans la partie, les cartes ont deux valeurs, deux couleurs, à moitié haute et moitié basse. Et à un certain moment, on retourne tout un petit peu comme dans Scout, on retourne toutes nos cartes et donc on doit jouer avec la partie inférieure. Et donc les premiers plis qu'on fait, on va anticiper par rapport à certaines cartes qu'on veut perdre, éventuellement des cartes qui sont très fortes dans le bas, on peut peut-être les perdre pour ne pas devoir les jouer après, gagner trop de plis si on a un petit pari en fait. Donc voilà. Après, un jeu de plis classique must follow, mais avec ce petit twist des dés et des cartes qu'on retourne. Et Rainbow, c'est un jeu de défausse, mais la particularité c'est que ça se joue en un tour, donc c'est comme un pli en fait. Donc c'est un mélange de jeu de pli et de défausse. Très sympa, puisque quand on gagne le pli, on peut prendre les cartes qui ont été jouées. Probablement personnellement le plus intéressant de loin des quatre. On a envie de parler de Mu, on en a déjà parlé, donc on va pas faire long. Spécial dédicace à Romain. Ouais, spécial dédicace à Romain, c'est ses jeux préférés. Ouais. Donc Mu, c'est un jeu qui a une vingtaine d'années, qui est devenu un vrai classique. C'est vraiment c'est un jeu qui est très intéressant, mais c'est un jeu qui est très sérieux en fait. C'est tout à fait l'opposé par exemple d'un Fiction. Ce genre de truc où c'est vraiment le fun qui prime. Ici, on est vraiment dans le côté sérieux, le côté cérébral, le côté... Ne fût-ce que pour la première phase. Voilà, par contre, c'est super intéressant. C'est probablement celui qui a le plus de rejouabilité sur la table, clairement. Et même la courbe d'apprentissage est également assez forte. Donc, on constitue son pari en révélant des cartes de sa main, etc. On constitue des alliances de la même façon. Et ces alliances vont choisir chacune un atout, un super atout. Voilà, très très bon pour vraiment les vrais aficionados, les vrais amateurs de jeux de plis, valeur sûre, un jeu à avoir dans sa collection. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon, tout plein. Ok, donc c'est Park Life. Park Life, c'est ça. On va jouer aujourd'hui. Donc Park Life. Ça pluche, les pluches et le pluche. Donc ça, ce sont les versions Kickstarter Deluxe. À savoir que nous, au magasin, on a pris le parti pour pas s'ennuyer. Ouais, on fait le bundle. On fait le bundle, voilà. Donc vous avez les deux versions Deluxe, donc le jeu... Impératif. Le jeu, entre guillemets, de base et le jeu un peu plus évolué. Mais les deux sont... Je ne les ai pas encore joués, on va les jouer aujourd'hui, c'est pour ça que je les ai ici. Mais le jeu de base, ça va être plus simple forcément, mais n'a pas l'air de dénué d'intérêt du tout. L'autre est probablement celui qui sortira le plus, ça c'est sûr. Et les deux, théoriquement, les deux, j'ai un doute, hein, mais en tout cas, on peut les ranger dedans, puisque dans ces boîtes de luxe, vous avez le jeu, en fait, chaque fois le jeu de base dans sa petite boîte. Hein. On ne peut pas se liver, malheureusement. Vous avez les éléments en bois qui n'existent pas dans la version classique, et vous avez les cartes d'extension. Donc c'est pour ça que vous avez une boîte comme ça, mais le jeu véritable, c'est juste ça, quoi. Et le jeu, là, rentre dedans, normalement, peut-être même avec les jetons. On ne mettra pas les deux dedans. On va essayer. Ouais, je vais pousser. De toute façon, c'est ton jeu, je m'en fous. Justement, non. Allez, c'est très bien. Hop, ça retourne dans la boîte, parfait. Il n'est pas joueur, c'est incroyable. Alors, ce jeu c'est un jeu de plis. On ne peut pas dire le contraire. Par contre, c'est vraiment quand même fort différent, puisque c'est un méfollow. Les méfollows, c'est toujours très différent. Et bien souvent, c'est plutôt, on utilise le méfollow comme une mécanique centrale d'un jeu, une mécanique de sélection d'action, mais c'est pas nécessairement la partie principale du jeu. C'est pas nécessairement, en général, le centre le pli n'est pas le centre du jeu, plutôt le centre de la sélection. Ici, par contre, c'est vraiment le cas. C'est un méfollow et le jeu est un vrai jeu de pli. Il n'y a pas de fioriture à côté. Il faut faire le plus de points possible. Mais donc, à notre tour, on peut jouer... il y a une couleur lead, par contre. Il y a une couleur lead. Et on peut jouer n'importe quelle couleur derrière. Parce qu'on va vouloir perdre certains plis et on va vouloir en gagner d'autres. Pourquoi notamment? Parce que quand on gagne un pli, on gagne comment je vais dire, la carte qu'on a jouée, qui est la plus haute valeur. Dans un pli, c'est la plus petite valeur qui gagne, ça je dois le préciser, sinon vous ne comprendrez pas le reste. Et donc, quand on gagne, la plus petite carte est gagnée, toutes les autres sont défaussées, elle est gagnée par celui qui l'a joué évidemment, il la laisse devant lui, et ce sont les face value, c'est le nombre de points que la personne remporte. Mais plus la carte est haute, plus elle rapporte de points évidemment, mais plus elle va vous faire défausser des cartes. En effet, sur chaque carte, vous avez un certain nombre de cartes à défausser. Donc si vous remportez une carte 1, vous ne défausserez qu'une carte. Mais si vous remportez une carte 5, par exemple, de mémoire, vous devez défausser 2 cartes. Et donc vous devez défausser de votre main 2 cartes. Donc c'est une mécanique de catch-up pour les autres, en fait, les autres joueurs, puisque vous aurez moins de possibilités. Il y a peut-être des cartes que vous vouliez garder, que vous allez devoir défausser. Donc il y a toujours ce niveau de... Vous pouvez très bien, ce genre de jeu, vous pouvez très bien ne gagner aucun pli pendant toutes les 3 quarts de la partie, et puis à la fin, vous allez remporter tous ceux qu'il faut, en fait, puisque vous allez pouvoir remporter des plis avec des grosses cartes,
Encore une fois, je rappelle que c'est le plus petit qui gagne. Donc c'est très particulier. Park-Life, la version People, rajoute en plus des cartes dont les points sont en fonction des cartes gagnées par les autres ou par soi-même. Donc la carte n'a pas de valeur en elle-même, il n'y a pas un face value, mais c'est en fonction de par exemple les cartes rouges ou les symboles rouges qui sont chez les voisins de droite et de gauche. Et donc la valeur va changer au fur et à mesure de la partie, puisque ça se joue en plusieurs manches, et les cartes qu'on a gagnées restent de manche en manche. Et donc la valeur de ces cartes-là vont changer de manche en manche également. Ça a l'air très intéressant, ça a l'air complètement différent du tout venant. Je suis curieux de le jouer. Voilà. À l'heure actuelle, c'est un peu tout ce que je peux dire. C'est différent, que ça a l'air intéressant. Maintenant, il faudra voir évidemment en y jouant réellement. Ça, vous l'avez peut-être remarqué, celle-là ici, c'est parce qu'on a été mandaté par l'auteur pour tester cette mini-extension qui arrivera sur Kickstarter un de ces jours. Donc elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible dans le bundle. Ne la demandez pas, on n'en a qu'une, c'est pour nous, il a testé. Ça existe, donc sachez qu'il y a déjà des extensions dedans et qu'il y a une nouvelle campagne Kickstarter qui est prévue. On va poster ça sur la chaîne de Golden Meeple et pas la chaîne de Ludicorner. Bien entendu, tous ces jeux sont disponibles chez Ludicorner aussi. Donc dans la description, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez les avoir chez Golden Meeple. Mais pourquoi Golden Meeple et Ludicorner, on va scinder la chaîne? Parce que ça fait un peu plus sens en fait au niveau du magasin. On n'a pas spécialement la même clientèle. Tout ce qui est import, en fait, appartient à Golden Meeple. Ça va migrer vers la chaîne de Golden Meeple, où il y a juste pour le moment 0 abonnés. On compte sur vous pour que vous puissiez faire vivre cette chaîne. De toute façon, nous, on va la faire vivre avec toutes ces émissions. Mais donc, tous les Prenelpy à la base, les Prenelpy futurs vont migrer. Tout ce qui est import, on y parlera plus. Voilà. Puisque tout ce qui est import est commandé par Golden Meeple chez nous, c'est vendu chez Ludicorner aussi, mais ça appartient à Golden Meeple. Donc ça fait sens que ce soit là-bas. Les choses sérieuses chez Golden Meeple, le reste, je vais continuer de vendre des skis chez voilà, exactement. Fais-toi plaisir. Moi, je m'occupe du reste. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.